dans cette histoire des bipolarités, qui en fait est une tripolarité. Pourquoi? Parce que il y a des phases mélancoliques, il y a des phases maniaques, mais il y a aussi entre les deux des périodes intermédiaires qu'on appelle les intervalles libres, où il ne se passe pas grand-chose. C'est-à-dire, il ne se passe pas grand-chose en termes pathologiques. Il y a toujours un fond un peu mélancolique, il y a toujours un fond un peu maniaque, mais le patient il va plutôt bien. Donc c'est une tripolarité à la limite. Un pôle mélancolique, un pôle maniaque, et encore un autre pôle ou un état qui serait intermédiaire. Voilà la base, si vous voulez. Et donc ce que je voulais dire, c'est que concernant cette idée-là, encore pour terminer sur la question du diagnostic, c'est qu'à mon avis, il y a certains d'autres qui l'ont dit aussi, et cette bipolarité n'est pas une bipolarité démocratique, n'est pas une bipolarité égalitaire. Il y a une hiérarchie, à mon avis. C'est la manie qui commande le truc. C'est la tendance suicidaire qui commande le truc. Le processus pathologique. La bipolarité est-elle une maladie innée ou acquise suite à un traumatisme? Oui, c'est ça. Et donc, cette question-là, elle est très intéressante, parce qu'elle est à la base donc des tendances qu'on peut avoir pour considérer un diagnostic ou un autre. C'est-à-dire, pour faire attention à certains symptômes plutôt qu'à d'autres. Puisque dans la psychiatrie, et comme on a dit tout à l'heure, dans la psychopathologie, le point de vue du clinicien rentre en ligne de compte sur les types de diagnostics qu'on fait. Ce n'est pas comme une maladie organique. Alors, évidemment qu'il y a des maladies qui sont complètement organiques, qui sont parfois même un lien, non pas qu'elles ont des sources, non pas qu'elles sont causées par des événements historiques ou sociaux, mais qu'elles peuvent exister, naître, exister et disparaître selon certains événements sociaux. Par exemple, à une époque, il y a la peste ou le choléra, et seulement à certains moments, ça peut se réveiller dans l'organisme. Donc l'organisme, je parle physiologique des êtres humains, selon les pays, selon les coutumes, selon la façon dont on vit. Par exemple, là je parle des maladies organiques purement. Donc, par exemple, le cancer, qui est une maladie moderne, organique, moderne, est aussi un lien. Elle a des causes évidemment physiologiques. Le cancer n'a pas de causes psychologiques. Mais, évidemment, c'est un peu fou de dire ça, que le cancer a des origines psychologiques. Mais, cela dit, le cancer est un lien, ou les cancers en général, sont un lien aussi avec le mode de vie qu'on a dans la modernité. Si quelqu'un boit trop d'alcool, fume du tabac sans penser à d'autres choses, s'il prend trop de drogues, etc., peut, et si X, Y, Z, s'il y a aussi des événements difficiles dans sa vie, si en même temps sa femme le quitte, si en même temps il perd son boulot, si en même temps, vous voyez, son frère vient à mourir, si la vie commence à devenir compliquée, là, on vit dans la modernité, dans des formes d'anxiété, aujourd'hui, impressionnantes. Beaucoup de gens ont des troubles du sommeil, sans être pour autant bipolaires ou maniaco-dépressifs. Beaucoup de gens ont des angoisses. On vit dans une société, une époque un peu difficile. Bon, c'est pas pour rabaisser le moral, la jeunesse, c'est très bien de ramener aussi des nouvelles réponses, et tout n'est pas foutu, évidemment. Bien sûr, au contraire, et c'est parfois dans des périodes de crise qu'on a un sursaut et des gens qui vont créer qui vont produire des innovations.
Et ça, c'est comme ça, c'est la vie. Et quand les choses quand on n'a pas des crises, on peut être trop cool, et on peut profiter de la vie, mais du coup, socialement, on ne produit pas grand-chose. On ne vit que pour consommer, par exemple. Bon. Alors que aujourd'hui, bon, on vit une époque critique, et dans plusieurs pays, hein, c'est pas simplement en Europe, dans pas mal des pays, et donc il y a des maladies organiques comme les cancers qui sont, disons, à la mode médicale, c'est-à-dire que oui, et que plus tard, peut-être dans un siècle ou deux, cela aura disparu et on aura d'autres maladies qui vont surgir, qui seront toujours physiologiques, mais en fonction des événements historiques et sociaux et politiques, de comment l'être humain vit, comment l'être humain gère la vie, la mort, l'alimentation, le sommeil, l'amour, la sexualité. Ça, c'est une chose. Par ailleurs, nous avons, ça c'est un modèle, hein, le modèle des maladies organiques qui peut avoir une incidence, non, dont les maladies organiques peuvent avoir une incidence sociale, anthropologique. Un autre modèle, le modèle purement politique ou social. Voilà. Nous pouvons voir que si on prend les 2 derniers siècles ou 3 derniers siècles, après la Révolution française, nous avons la Commune de Paris, les 2 grandes guerres, toutes ces choses-là, et puis maintenant le terrorisme, c'est-à-dire que dans ces événements qui ne sont pas physiologiques, ces événements-là n'ont pas une cause physiologique. On va dire, voilà, on a décapité je ne sais pas combien de gens, et après il y a eu de la terreur, on n'a pas tué beaucoup de gens à la Commune de Paris et pendant les 2 grandes guerres, parce que on avait un problème au cerveau, ou parce que non, c'est qu'à un moment donné, l'être humain lui-même de façon collective n'en pouvait plus, et de façon justifiée ou pas, a commis ces actes qui sont affreux quand même. Bon, donc et là c'est pour dire un autre modèle qui n'a rien à voir avec l'organique, qui est complètement à part de l'organique, hein, mais que on l'appelle aussi avec des mots qui sont un peu physiologiques. Parce qu'on dit la Grande Dépression des années 30 aux États-Unis. Vous avez déjà étudié ça, probablement. Sinon vous allez l'étudier, la Grande Dépression des années 30, qui va précéder la Seconde Guerre mondiale, hein, la grande crise du travail aux États-Unis, et en Europe aussi, on appelle la Grande Dépression, et d'autres événements aussi sociaux et politiques, comment on dit, la psychose des attentats, hein, ou le terme phobie, et on utilise le terme phobie pour dire des phénomènes qui sont sociaux ou collectifs et qui n'ont rien à voir ni avec l'organique ni avec le psychologique pur ou le psychopathologique pur. C'est quelque chose de social, des politiques. Donc là, nous avons là 2 modèles différents, l'organique ou le social et le collectif influencent quand même un peu. Et d'autre part, un autre modèle où c'est purement le politique, le social, l'anthropologique lui-même, mais qui s'effondre parfois avec des éléments sémiologiques, des maladies organiques. Bon, nous avons là 2 grands modèles qui sont différents, très différents. Eh bien, nous avons un troisième modèle. Un troisième modèle qui n'est ni l'un ni l'autre, forcément, puisque c'est un troisième, mais qui a à voir avec... Alors, voilà, je vais vous dire... ça a à voir, cette histoire-là, des sources, si vous voulez, de la psychose maniaco-dépressive, avec, on pourrait prendre 3 éléments, comme ça, 3 grands vecteurs, 3 grands axes. Le premier, ça serait l'idée que je me fais
de ce que j'appelle les événements intersubjectifs. Les événements intersubjectifs. Et les événements qui sont des situations, des circonstances de la vie dans la relation à autrui, c'est-à-dire la relation que j'ai depuis ma naissance avec mes parents, qu'ils soient vivants ou pas, avec mes frères ou sœurs, que je les ai ou pas, avec mes enfants, et ainsi de suite, mes grands-parents, que je les ai connus ou pas. Forcément, tout ça, ça va influencer ma vie. Comment je suis, ma personnalité, mon histoire. Que je la renie ou pas, parce que je peux la renier. Mais même si je la renie, je renie celle-là, cette histoire-là, qui m'a précédé, pas une autre, pas l'histoire du voisin. Donc, la première chose, c'est, le premier grand vecteur, c'est les événements intersubjectifs. Les événements intersubjectifs, c'est quelque chose comme ça, un peu comme les modèles, vous voyez, on disait les modèles historiques ou sociaux ou anthropologiques, comme les grandes guerres, comme la Révolution française, comme la Commune de Paris, etc. Il y a des événements comme ça dans la vie d'un sujet. Il y a des événements comme ça. Si l'arrière-grand-père a tué quelqu'un à la hache, c'est pas de la faute du petit-fils, comme on l'appelle, l'arrière-petit-fils, c'est ça? Non, pas arrière-petit-fils, mais le fils du petit-fils. Et donc, c'est pas de sa faute, bien sûr, mais il peut le considérer que c'est sa faute, qu'il lui porte la faute de l'arrière-grand-père, qu'il porte la folie, et parfois même le même prénom et les mêmes noms, parfois, de l'arrière-grand-père. Il peut l'inclure en lui-même. Bon. Alors, la question des événements intersubjectifs est la suivante. C'est la connexion, l'interconnexion entre des événements qui peuvent être banals et des événements qui sont cruciaux et parfois néfastes, tragiques, catastrophiques, destructeurs. Par exemple, une femme tombe enceinte, elle est contente. Elle désire avoir un enfant, elle tombe enceinte. C'est un événement magnifique, c'est super. C'est banal qu'une femme ait un enfant, mais en même temps, pour elle, c'est très important d'avoir cet enfant, d'être enceinte, c'est magnifique, c'est super. Il y a 3-4 mois de la grossesse, tout se passe super bien. Hein. Il y a 3, 4 ou 5 mois de la grossesse, son père à elle, qu'elle aime tant, qui est en pleine forme, il décède d'un accident, d'un truc tragique, c'est inattendu. Bon. Le fait qu'elle soit enceinte et que le processus de la grossesse avance et que tout se passe très bien, ça n'a rien à voir avec la mort de son père, à elle, à la maman. Ça n'a rien à voir. Ce sont deux événements distincts. Mais, chez elle, les deux rentrent en connexion. L'un chevauche l'autre, l'un alimente l'autre, l'un vient bousiller l'autre. Peu. Bon. Heureusement pas à 100%, heureusement, et c'est pour ça qu'après nous allons travailler avec des questions comme ça. Mais ça c'est pour expliquer de façon grossière, de façon